moment, comme on me dit. On est parti? Eh bien, parfait. Merci. Quelqu'un pour faire signe, parce que vous l'aurez bien compris que ça risque de causer beaucoup. Parce qu'on a affaire quand même à 3 passionnés et passionnants témoins. Donc, du coup, quelqu'un pourra me faire signe? On est parfait. Bon, bah déjà, merci à toutes et à tous d'être là pour cette première table ronde. Table ronde qui, je pense, en tous les cas, les rendez-vous proposés aujourd'hui sont intéressants. Mais je ne vous cache pas que moi, pour l'avoir préparé, j'ai trouvé ça passionnant, parce que j'ai appris plein de choses. On apprend toujours quelque chose, donc ça c'est important. Et je trouve que nos 3 témoins présents là, et on va les présenter dans quelques instants, vont vous apporter clairement un savoir, voire même une ouverture d'esprit sur des éléments qui ne sont pas obligatoirement très clairs. On va parler de quoi? On va parler du label Expert Cyber. Alors très important, ne dites pas Cyber Label, sinon à tout moment vous pouvez très mal finir aux mains de cybermalveillance.gouv.fr. Bon, l'expert cyber, ce label justement a été mis en place il y a maintenant quelques temps, on va y revenir par cybermalveillance.gouv.fr, qui est obligatoirement un élément que vous avez bookmarké et dans votre téléphone et votre ordinateur. Non pas que ça soit intéressant ce qu'il y a dessus, bien sûr c'est une blague, mais c'est surtout indispensable. C'est un outil qui aujourd'hui fait partie de ces outils clairement indispensables. On va regarder dans cette première table ronde justement, jusqu'où on peut aller avec ce label, comment on peut le rejoindre, est-ce que c'est si facile à rejoindre, et puis aussi ce regard de entreprise, est-ce qu'il y a un vrai apport supplémentaire à faire appel à des labellisés. Et donc du coup, c'est des éléments qu'on va regarder là maintenant. Alors d'abord avec Zakaria Daoudi. J'aime noter correctement les noms parce que je m'appelle Damien Bancal et c'est pas obligatoirement toujours très clair quand je parle. Zakaria, ingénieur cybersécurité, pour une entreprise d'une ville en deuil en ce moment, Marseille, mais plus sérieusement, il travaille pour 13 Habitat. Alors, Zakaria est chargé de la sécurité opérationnelle et on va avoir son regard justement sur faire appel à un labellisé. Est-ce qu'il y a un vrai plus? Où se trouve ce plus? Franck Jiquel, alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité cyber en France, est quelqu'un qui est quand même connu sur ce sujet, mais on va quand même rappeler son rôle, son poste, directeur des partenariats, donc chez cybermalveillance.gouv.fr, qui est la référence sur le sujet. Il ne faudra clairement pas, dans tous les cas avec nos 3 témoins, hésiter à poser la moindre question, en tout cas celle auquel on n'a pas potentiellement pensé. Et puis Lionel Chabot, alors il est le CEO, donc le big boss, je vais essayer de le dire correctement, de JLL-Net. Voilà. Alors, entreprise connue, fortement connue dans le Sud. Le Lillois que je suis, je vais être honnête avec vous, je le connaissais, mais pas sur ses aspects professionnels dans le nord de la France, mais en tout cas, ailleurs, il est connu. Et d'autant plus qu'il est connu, pourquoi? Parce qu'il a fait clairement partie des premiers labellisés. Donc, autant dire qu'il va pouvoir nous apporter cette expérience du nouveau-né, qui ne l'est plus aujourd'hui, soyons très clairs, mais surtout avec ses renouvellements, et puis surtout avec les populations avec qui il a travaillé pour mettre ça en place, et puis surtout pour le faire perdurer, et cette continuité indispensable. Petite question déjà, peut-être que vous l'avez vu à l'entrée, pour ceux qui en ont profité, il y a un petit sondage. Si vous l'avez mis en place, ce petit sondage a 3 questions. Ces questions sont simplement d'avoir une petite visibilité. L'une de ces questions, c'est est-ce que vous connaissez le label Expert Cyber? Alors, je vais le faire à la main, levée, si ça ne vous dérange pas. Juste savoir qui le connaissait. D'accord. Qui ne le connaissait pas? D'accord. Qui est timide? Non, voilà. Ça donne une petite idée, on est à 50-50. C'est très rassurant parce que c'est quand même assez jeune et ça veut dire qu'on a quand même 50% de la salle qui connaît et là maintenant 50% de la salle qui dans une heure sera totalement convaincue. Donc ça c'est... Moi j'aurais dit 2 tiers, 1 tiers, mais c'est toi qui compte. Oui, mais Bancal, je vous le confirme. Alors petite information, moi je m'appelle Damien Bancal, je suis un journaliste spécialisé en lutte contre le cybercrime, ça fait plus de 30 ans et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et puis aussi à nos témoins d'avoir accepté que je sois le maître des questions, en tout cas pour notre rendez-vous. J'ai commencé par vous, Zakaria. Alors, petit détail, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime aussi l'aspect humain et je pense que nos 3 témoins sont là aussi. Zakaria se marie dans 15 jours. Voilà, je ne souhaitais pas le dire, mais je l'ai dit. C'est important quand même. Merci. Voilà. Ça serait franchement dommage. Je pense que sa belle-mère va s'en charger. Mais plus sérieusement, Zakaria en tant qu'ingénieur cybersécurité,
Donc chez 13 Habitat, d'ailleurs ça serait intéressant de nous expliquer, parce que 13 Habitat n'est pas une entreprise comme les autres, hein, c'est ça qui est intéressant. Aussi, c'est pour bien faire comprendre que ça peut impacter tout le monde. Et donc dans cette partie-là, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, et donc 13 Habitat, eh bien, à travailler avec une entreprise labellisée? Expliquez-nous un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, travailler avec une entreprise qui est expert cyber. Le micro un tout petit peu plus, voilà. Là, qui est expert cyber. Du coup, ça apporte une confiance en termes de cybersécurité. Aujourd'hui, je suis client chez GLNet, ici présent, qui travaille pour un projet qui est assez gros sur l'audit réseau et qui va apporter tout le temps une couche de sécurité, chose que plusieurs entreprises ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter qu'à un outil de réseau, il va aller continuer à chercher plus aux conformités en termes de cybersécurité. Moi, ce que j'ai pu relever, j'ai pris des notes sur la prestation. On parle directement d'une confiance immédiate quand une personne est labellisée expert cyber. Pourquoi ? Parce qu'il y a un alignement avec notre charte interne déjà pour nous, qui, par exemple, on a une charte prestataire où on sait qu'il y a une confiance qui rentre directement en jeu, qui est alignée directement avec notre charte prestataire qui est écrite. Ça fait preuve de confiance aussi au niveau des personnels du métier, preuve en interne et en externe. En termes de sécurité, on a aussi un gain de temps opérationnel, une meilleure autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de revue, on sait qu'il va se mettre en conformité avec l'ANSSI et il ne va pas faire pour atteindre un objectif. Il va tout le temps venir et discuter avec nous. Attention, il y a ça à mettre en conformité avec l'ANSSI. Et c'est ce qu'apporte la labellisation expert cyber. J'ai travaillé avec plusieurs partenaires, prestataires, et c'est la première fois que je travaille avec une personne labellisée expert cyber et j'en suis actuellement totalement satisfait. Est-ce qu'il y a moyen aussi de nous faire un petit peu le contexte de votre entreprise, de nous expliquer parce que pourquoi vous en avez eu besoin, pourquoi vous avez voulu changer par rapport à votre cœur de métier? Ça, c'est intéressant aussi de bien comprendre. Ok, 13 Habitat, c'est un OPH, Office public d'habitation. On est anciennement une société publique, aujourd'hui on est privé, mais on dépend tout le temps d'un marché public qui est l'UGAP, je ne sais pas si vous connaissez, collectivité publique. L'avantage, ce qu'on a aujourd'hui où l'on est privé, c'est qu'on peut passer nos prestations via Malte. Et je ne vois pas changer. C'est tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par rapport à vos anciens prestataires, la confiance du label vous a apporté aussi de la souplesse, mais aussi de la tranquillité d'esprit, parce qu'à première vue, ce labellisé est capable de vous apporter énormément d'éléments auxquels potentiellement vous n'auriez pas pensé, ou tout simplement pas eu le temps de pouvoir y penser. On parle de décision stratégique, du coup, dans ce cas-là, on ne voit pas juste un côté technique, il y a aussi une démarche cohérente avec une posture cybersécurité, ce qu'apporte la labellisation, si je réponds bien à la question. C'est parfait. Alors, on peut le remercier, hein, parce que la timidité n'est pas obligatoirement un élément facile à combattre devant un public. On est bien d'accord. En tout cas, merci. Et ce regard est très intéressant parce que Franck, cybermalveillance.gouv.fr, quand on voit l'écho justement de ce que nous expliquait Zacharia, c'est que voilà, la tranquillité d'esprit, le fait de faire appel à un labellisé, donc ça veut dire quelqu'un qui derrière a clairement les outils, a eu clairement un travail phénoménal, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. D'abord, c'était quoi l'objectif initial derrière ce label? Un label de plus? Provoque. Non, c'est vraiment exactement... tu as tout dit, c'est exactement ça, c'est créer les conditions nécessaires de la confiance, parce que un petit brin d'historique, ça permet de se mettre dedans. Quand on l'a créé il y a 4 ans, les seuls labels qui existaient en matière de cybersécurité, enfin le vrai label, hein, on met de côté les trucs en chocolat où on paye, on se fait distribuer des médailles, il n'y avait que les visas de sécurité de l'ANSSI. Donc pour ceux qui connaissent, par exemple, PASSI pour l'audit, PRIS pour la réponse incident, etc.
certifications de très bon, mais de très très haut niveau. Il faut se rappeler qu'elles ont été créées pour des prestataires en capacité d'intervenir chez des opérateurs d'importance vitale, autrement dit pas la TPE-PME du coin. Nous, quand on a lancé la plateforme il y a 8 ans, on a cartographié les prestataires, on les a référencés sur un volet essentiellement administratif et déclaratif. Donc il y avait une vérification administrative, mais là, l'autre partie c'était du déclaratif. Et pour être en capacité d'aider tout le monde, parce que nous, notre public, c'est tant monsieur et madame tout le monde que des collectivités ou des entreprises, il fallait travailler avec tout l'écosystème de prestataires. Depuis le petit PC shop jusqu'à la grosse ESN et même parfois des sociétés de services à la personne. Mais on savait qu'il y avait une marche à franchir. Donc on s'est mis autour de la table avec les syndicats de l'époque, donc Syntec Numérique, Sinov Digital qui ont donné Numéum par la suite, la fédération Eben, il y avait même la Fédération Française de l'Assurance qui avait ce sujet de pouvoir identifier des prestataires de confiance comme ils l'ont, par exemple, ce qui me vient à l'esprit dans le domaine automobile. On s'est mis autour de la table, on est parti de la mission historique de cybermalveillance qui était l'assistance. On a très vite compris, et l'histoire a priori nous a donné raison, que la problématique était plus large et elle devait s'étendre à la sécurisation et à la maintenance. Et on a créé ce label pour essayer d'apporter un petit peu de lisibilité à la qualité d'œuvre de service, plutôt pour ce segment TPE, PME, petite, moyenne collectivité. On met là pour le coup les particuliers de côté. Et donc à la fois créer de la lisibilité pour les bénéficiaires, et puis aussi permettre aux prestataires qui justifient déjà du bon niveau d'expertise sur le terrain de sortir de la mêlée à l'heure où tout le monde dit je fais de la cyber. Tu l'as très très bien dit, voilà, c'est pas juste revendre des licences, être un prestataire en cybersécurité, tu vois, a priori, tu veux dire. Et donc du coup, il fallait aussi donner les moyens à ces prestataires de pouvoir montrer leur expertise, montrer patte blanche, trivialement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec ces fameux visas de sécurité, parce que pour nombre d'entre eux, c'est inatteignable. C'est des exigences qui sont, et c'est normal, ultra élevées, et puis la marche à franchir sur le plan temps et finance, elle n'est pas adaptée aux prestataires terrain en cybersécurité. 2021, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 4 ans, ouais. On est d'accord. Les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui souhaitent devenir labellisés, on viendra justement là dans quelques instants avec vous Lionel, mais j'en profite, on a le maître des clés. C'est quoi les freins que vous avez pu rencontrer face à des entreprises qui étaient convaincues de pouvoir l'atteindre et il y a quelques petits grains de sable? Déjà qui considèrent que c'est un vrai label, parce que l'habitude de ce qu'on voit beaucoup comme micro-initiative de label autoproclamé fait qu'aujourd'hui, parfois, on peut confondre les démarches. Là, c'est un vrai label. Il y a un document qui est la Bible, et tout doit commencer par là, si vous vous intéressez au label, même juste par curiosité, c'est le recueil des critères d'évaluation. En version 3.0, ça définit tous les critères, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, ça permet de comprendre ce qu'il y a dedans et ça permet de se préparer. Et le plus gros défaut qu'on a, c'est des prestataires qui même parfois sont à niveau et peuvent pêcher un petit peu par trop excès de confiance, voilà, et se vautrer parce qu'ils ne se sont pas préparés et parce que nous dire, non, mais attendez, moi ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité, certainement, mais si on n'est pas capable de le prouver, dans le monde de la labellisation où derrière il y a un audit, nous on travaille avec l'AFNOR là-dessus, ça vaut rien, quoi. Parfait. Alors ça tombe bien. On a notre troisième témoin qui lui va pouvoir un peu expliquer cette évolution, Lionel, donc de la société JLNet. Vous avez fait partie des 10 premiers, si je ne me trompe pas, des 10 premiers labellisés. Je crois qu'on avait ce chiffre-là. Moi, je sais plus dans les 50, les 10, je ne sais plus. Mais tu étais au tout début. C'est la première ou la deuxième commission. Donc oui, c'est ça. Juste avec Olivier ou... donc c'est l'ancien combattant va nous expliquer. Mais oui, donc c'est intéressant. Donc, pourquoi vous avez voulu obtenir ce label, d'autant plus qu'il était tout jeune, tout nouveau? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a dit allez, on attaque ce sujet parce que clairement c'est un sujet d'avenir? Bonjour à tout le monde. Alors la démarche pour aller vers le label, au moins quand il est arrivé, c'était pour nous en tous les cas en tant que société de service, c'était d'avoir quelque chose pour reconnaître notre métier, parce qu'il y a une reconnaissance du métier, de ce qu'on est capable de faire, et de dire, ben voilà,
nous sommes labellisés experts cyber. Alors, l'évolution, on l'a vécu puisqu'on en est à notre 3e version. La première démarche, elle a été faite clairement. Au début, il n'était même pas lancé le label, parce qu'on s'est labellisé avant que le label soit lancé. Oui, vous avez été dans les prestataires pilotes. C'est ça. Donc voilà, on a beaucoup travaillé aussi avec les gens pour savoir un peu comment il fallait qu'on évolue nous. L'évolution clairement par rapport à l'obtention du label, quand on y a mis le nez dedans, savoir ce qu'il y avait à faire, etc., ça nous a apporté aussi beaucoup de structuration au niveau de la société. C'est-à-dire que le fait de répondre à ce label-là, ça nous a demandé de documenter des choses qu'on ne documentait pas forcément avant. Ça nous demandait, on en a parlé il y a pas longtemps, de faire une revue des contrats d'assurance professionnelle, par exemple. Alors justement, vous pourrez nous expliquer ça après. Je vous laisse finir, et cet angle-là était très intéressant. Voilà, donc faire tout un tas de revues documentaires en interne par rapport à notre métier qu'on fait clairement. On est ingénieur, technicien, on travaille tous les jours, on fait notre métier, on le fait du mieux qu'on peut, et en tous les cas on donne tout ce qu'on peut pour le faire. Mais souvent on oublie de documenter et de formaliser et de le faire savoir en fait. Le savoir-faire on l'a, mais le faire savoir c'est plus compliqué. Et donc ce label-là nous a forcé, nous a poussé à cette structuration-là. Et cette structuration-là, on a entendu avec Zakaria tout à l'heure aussi, on la retrouve chez les clients, c'est-à-dire que c'est dans notre travail de tous les jours qu'on fait chez les clients, cette structuration que nous a apporté le fait de se labelliser, on l'a fournie aussi aux clients, quoi. Donc dans notre travail et dans les rendus, etc. Donc tout ça, ça nous a apporté énormément. Enfin, aujourd'hui, on le ressent encore plus avec la V3 et franchement, c'est tous les jours. Une vraie démarche qualité. C'est ça, c'est vraiment une démarche qualité, si on entend dans le sens non fileux, parce qu'on en a mis tous plus ou moins les mains dedans, un jour ou l'autre dans une société, c'est dans cet esprit-là, d'amélioration continue, de encore documenter encore un peu plus, il y a encore des documents qui sont demandés encore plus cette année sur la nouvelle version, etc. Et donc, c'est vraiment apporter toujours plus, et apporter plus, on parlait tout à l'heure par rapport à la sécurité, mais quand on s'adresse à un labellisé expert cyber, il y a des contrôles sur les RGPD qui sont faits sur la société. Il y a tout un tas de contrôles qui sont faits par le label, et donc nous sommes obligés de respecter la RGPD par rapport à nos clients, par rapport aux données qu'on pourrait avoir. Et c'est contrôlé par les gens de l'AFNOR qui contrôlent les documentations, les DPO, etc. Donc tout ça est fait et c'est inscrit dans le label, quoi. Intéressant. Et un autre exemple aussi, on en parlait tout à l'heure, cet exemple que vous avez vécu entre celui qui a une assurance et celui qui n'a pas d'assurance. Vous pouvez revenir aussi, parce que le label le prend en compte, ça. Oui, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens, on parlait des labels, alors il y a les labels, celui-ci en tout cas, nous demande de faire une revue des contrats d'assurance et il demande nos contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle pour savoir si les contrats correspondent à ce que nous faisons notre métier, comment nous faisons notre métier. Et on est tous confrontés à des assurances pour nos maisons, etc., et qu'on ne revoit jamais, on est clair. Hein. Nos contrats d'assurance, on les a depuis 20 ans, et la maison, elle a changé, il y a des meubles, on a acheté des trucs, mais on n'a jamais de revue de notre contrat d'assurance. Pour une entreprise, il faut le faire, parce que la responsabilité civile et professionnelle, c'est votre client qui est en cause. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui ne va pas, votre client peut vous attaquer, c'est votre responsabilité civile professionnelle qui va répondre. Si vous n'êtes pas assuré correctement, vous n'aurez pas d'assurance. Et ça, c'est contrôlé aussi. Les contrats d'assurance sont contrôlés par le label et vérifier qu'effectivement, les contrats correspondent bien au métier sur lesquels on se déclare. Zakaria, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre là, parce que vous avez une expérience de avant et après l'expertise, l'entreprise experte qui était non labellisée et le labellisé. Vous avez vu quoi, par exemple, en rapidité d'action, en rapidité de réflexion, en mise en place qui vraiment, pour vous, c'est tangible? Vous avez pu palper une vraie différence? Il y a une différence qui se fait ressentir en termes de réactivité et en termes de standards de sécurité. Comme il a évoqué Lionel, RGPD et de l'ANSSI, ça ressort par rapport à d'autres entreprises qui ne sont pas labellisées. Si je regarde ce que j'ai pu noter sur l'entreprise qui est labellisée GLNet ici présent, on ressent une disponibilité proactive,
on sait tout le temps qu'il va répondre aux besoins hors l'audit réseau. Je parle essentiellement sur ce projet dont travaille actuellement avec nous. Respect des standards sécuritaires, RGPD ANSSI, ça c'est respecté et c'est mis en application. Une meilleure compréhension des enjeux SSI. Par exemple, aujourd'hui, faire un audit de réseau chez nous et pouvoir faire des plans d'action, ça nécessite de la cybersécurité, de la mise en place de sécurité. Aujourd'hui, une personne non labellisée ou un prestataire dont nous avons travaillé va atteindre l'objectif sans prendre en compte cette standardisation de sécurité. Il a su aussi nous donner des conseils en termes d'assurance. On est tout nouveau en termes de sécurité. Il arrive à apporter une couche très intéressante pour la société et à l'équipe entière, que ce soit les admins système et réseau et moi-même. Intéressant, justement, j'ai sauté vers vous, Franck. On voit que pour une entreprise comme 13 Habitat, du coup, c'est des garanties concrètes qu'apporte ce label. Mais là, aujourd'hui, toute entreprise, toute PME peut faire appel à un label, une société labellisée, en se disant toute confiance, eux vont clairement m'aider à me protéger le mieux possible, sans risquer de voir apparaître peut-être demain la CNIL, peut-être apparaître prochainement l'ANSSI pour le NIS 2, avec des problématiques qui peuvent apparaître. Le label, pour vous, vous pensez vraiment, je pense que vous ne direz pas le contraire, mais vous pensez vraiment que ça peut intéresser et impacter tout le monde ? Oui, je ne parlerai pas de garantie parce que c'est un sens juridique, mais un gage de confiance, oui, c'est certain. Le fameux recueil des critères d'évaluation que j'évoquais tout à l'heure, c'est 22 critères, parmi lesquels on a quelques-uns qui sont listés, mais dans les grandes familles, on a la conformité administrative de l'entreprise, ses procédures internes, évidemment l'expertise qui est le cœur du réacteur avec la production de rapports à la fois de gestion d'incidents et de sécurisation. Et puis après, on a aussi tout le volet, et c'était bien que Zachary l'aborde, relationnel avec les entreprises clientes, avec notamment la transparence sur les délais d'intervention, etc. Et tout le volet RGPD, conservation de la preuve et compagnie. Donc effectivement, alors rien n'est parfait, donc je touche du bois pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'un jour il n'y aura pas une brebis galeuse, il y en a partout, donc peut-être, mais en tout cas, on se donne un maximum de chances de pouvoir diriger les entreprises et les collectivités vers le bon prestataire. Ça, c'est une certitude. Un chiffre, parce que je pense que ça permet aussi de comprendre qu'on est dans une démarche sérieuse. Le taux de réussite au label, c'est 67% des candidats. Donc on a essayé, notamment la phase pilote, et ça évolue à chaque fois avec les versions des référentiels, encore une fois en 3.0. On essaye de mettre la barre au bon niveau. L'idée, c'est pas l'école des fans, hein, c'est pas d'avoir 100% de bacheliers. Et pour autant, c'est aussi de voir la réalité du niveau des prestataires en cybersécurité en France. Et on estime qu'autour des 70%, on est plutôt dans le vrai, et ça reste un label de confiance. Et un dernier point sur cet aspect-là aussi, la confiance, ça commence par la transparence. Nous, et je ne le dirai jamais assez, ce recueil de critères d'évaluation, il est public. Quand vous entendez parler de labels, de certification, etc., quand vous voyez que le recueil, les critères d'évaluation, etc., ne sont pas publics, vraiment posez-vous la question. Alors, il y a peut-être de bonnes surprises, mais c'est quand même un mauvais départ. J'aime bien le mauvais départ. Ça peut faire peur, hein. Je vais être très honnête avec vous, quand on voit ce qui est demandé, quand on voit quand même cette mise en place, on pourrait se dire, ça veut dire que je vais être obligé de mettre des gens qui ne seront dédiés qu'à la possibilité de ne pas avoir ce label. Ça peut être intéressant justement de voir... Oui, je vais juste répondre là-dessus, parce que c'est super important. Parce que justement, après, je pense que les labellisés, ils ont certainement eu des moments où ils ont sué à grosses gouttes sur la candidature, et vous expliqueront quand même comment ils l'ont fait. Mais ça reste quand même atteignable pour des prestataires qui font correctement le boulot. En revanche, effectivement, la première labellisation, elle est peut-être plus complexe que les suivantes. S'il y a des choses qui sont faites depuis des années de manière j'allais dire, peut-être empirique, mais bon. Alors justement, on va parler de celui qui a su à grosses gouttes dans les premiers. Qu'est-ce qui était le plus exigeant? Qu'est-ce qui était le plus même challengeant voilà, on a en point de mire ce label. Allez, on saute les deux pieds joints dans le sujet. Qu'est-ce qui était le plus compliqué?
En fait, la première chose compliquée, c'est de se dire que ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser je vais répondre au label et en 2-3 jours c'est fini et on n'en parle plus. Alors, je vous coupe 30 secondes, ça veut dire quoi? 1 an? 2 ans? 6 mois? Non, c'est quelques semaines, on va dire. Voilà. À l'échelle d'une TPE, PME comme nous, quelques semaines, 1 mois, 2 mois, on va dire, pour récolter tous les documents, structurer tous les documents dont on a besoin, etc. Ça prend plusieurs semaines pour effectivement répondre à l'ensemble faire ne serait-ce que d'appeler son assureur pour avoir le contrat d'assurance, faire la revue, etc. Ça prend du temps, ça demande des allers-retours, ça demande, etc. Donc effectivement, ça prend du temps, hélas, en fait, vraiment dans la durée. Pas forcément 2 mois de travail à 7 jours sur 7, quoi, on va dire, on est d'accord. Mais ça prend du temps pour effectivement démarrer le projet et finir le projet et rendre le dossier complet pour que le dossier soit pris en compte. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est pas un projet, c'est un projet. Voilà, c'est un projet et qui prend du temps dans l'entreprise, à plusieurs personnes, Donc ça aussi, ça fédère aussi les équipes. Ça permet d'avoir plusieurs personnes qui sont effectivement impactées par la prise en compte du label. Et ça apporte cette structuration au niveau de l'entreprise pour qu'effectivement tout le monde parle la même chose, parle le même langage, comprenne pourquoi on fait ça. Et donc ça apporte. Alors, effectivement, au début, on a transpiré. Quand on a eu le premier recueil, on a un peu transpiré parce qu'on ne comprenait pas tout. Puis on ne comprenait pas pourquoi on nous demandait ça. On était un peu... Voilà, on l'a fait, on s'y est conformé. Alors non, pas trop. Tu m'entendais pas de Paris, donc ça va. C'est que je criais pas trop fort. Donc ça a pris. Voilà, c'était surtout se poser des questions. Pourquoi on nous demande ça? Maintenant, on se pose plus les questions. Il y avait quoi comme question justement? Vous vous êtes retrouvé sur le document, mais pourquoi on vous demande ça? C'était quel type de document justement? Tout ce qui était RGPD par exemple, où effectivement il y avait tous le DPO, la documentation, enfin ce qu'on avait à rendre pour les sujets. Parler, mais on va en reparler, les contrats, les choses qui effectivement sont des documents administratifs qui n'ont rien à voir avec la technique. Encore une fois, c'est notre boulot, nous, de gérant. Je suis gérant d'une boîte, et donc, mais on est souvent éloigné. C'est-à-dire que moi, je fais mon métier d'ingé, quoi. J'ai mon métier de gérant, j'ai un expert comptable qui s'occupe de la paperasse, et puis voilà, et donc c'est un peu laissé un peu de côté, mais là, ça nous oblige aussi à nous conformer à tout ça. Et à nous poser des questions, voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Et cette importance-là pour les entreprises, et je pense que j'ai aussi un collègue qui est pas loin d'ici là, qui est en train de s'en préoccuper, et il se voit avec toutes les questions qu'il a à se poser, à faire, etc. Et ça lui apporte beaucoup. Parce qu'avec le groupement de séquences, on a cette chance-là. J'en parle parce que j'y tiens. C'est un groupement dont on fait partie. Et on est assez moteur sur le sujet chez Séquence. Et on pousse tous les adhérents du groupement à aller vers la labellisation expert cyber. Parce qu'elle apporte cette structuration, ce questionnement, cette gestion de l'entreprise qui va au-delà de l'aspect technique. J'ai cru comprendre, 2021, il y a déjà 3 versions. Entre la V1 et la V3, qu'est-ce qui a changé, par exemple, pour vous, à rajouter cette petite couche supplémentaire? Beaucoup de documentation, beaucoup de formalisme qui a été rajouté. Il y a eu aussi des sujets sur la 27001 qui ont été dans les sujets qui ont été abordés. 27001, 27005. J'ai vu qu'il y avait M. Schauer qui était là, mais il est parti. Donc, c'est des sujets qui ont été rajoutés dans la V3. Qui rajoute des points. Si on a quelqu'un qui a la formation 27001 ou 27005, ou l'entreprise, ou quelqu'un qui est à l'interne, qui a la certification. Donc tout ça, ça a été, il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc tout ce qui est formalisme aussi, des documentations internes sur comment j'installe un élément de sécurité, quelle est la procédure que vous avez rédigée en interne pour installer cet élément de sécurité. Il y a aussi tout ce qui est, nous, cette année, on a fourni, pour la V3, on a fourni un document anonymisé
Pour une segmentation, ils y tiennent aussi, c'est très important, il faut que ce soit anonymisé. Très important sur la segmentation d'une grosse structure en termes de réseau et de sécurisation, de tout ce qui est segmentation VLAN et puis sécurisation via les firewalls Est-Ouest et Nord-Sud. Et tout ça, on a fourni un document qui a reçu l'aval de l'auditeur. Et effectivement, le gros de la mise en relation, c'est la suite pour les prestataires, on vous le souhaite. Le gros de l'évolution en 3.0, c'était vraiment la sécurisation. Ouais. C'était de donner plus de poids à la sécurisation. Il y avait déjà des éléments dans le référentiel précédent, mais c'était quand même, c'est un peu historique aussi, très très réponse à incident. Et là, on a remis beaucoup de poids sur la sécurisation, notamment avec la production de rapports de sécurisation détaillés. On peut justement détailler un petit peu, peut-être que le public ne voit pas trop comment cette mise à jour là. C'est vraiment essentiellement ça, j'aurais du mal à vous en dire plus, mais avant, vraiment, il y avait toute cette partie documentaire qu'on a évoquée, contractuelle, respect des réglementations, etc. Sur la partie expertise, que ce soit sur les questionnaires techniques ou sur les rapports, c'était beaucoup de post-incidents, et là, vraiment, maintenant c'est de l'amont avec la sécurisation. Donc on est clairement... c'est rien que ces deux rapports-là, sur un total de 100 points, il faut 65 pour avoir le label, ça représente 30 points. C'est juste ces deux exigences. Donc, autrement dit, voilà, on ne peut pas faire sans. Oui, c'est ça, donc on peut clairement pas faire sans. Petite question, est-ce que vous trouvez que le public et les entreprises, je profite, vous avez le micro là, aient compris ce qu'était vraiment ce label? Est-ce qu'il n'y a pas... Comment on pourrait encore mieux leur faire comprendre que ça va devenir un véritable élément indispensable? Oui, il y a deux populations à laquelle on s'adresse. Il y a vous, pour la majeure partie, présent aujourd'hui côté prestataire de services. Donc il faut qu'on continue à le faire connaître, et c'est aussi l'intérêt d'être là aujourd'hui pour échanger. Donc non, on a certainement encore à faire beaucoup, mais on y travaille. On a la chance d'avoir à la fois au sein de Cybermalveillance GouVEFA, qui est un groupement d'intérêt public, on a la chance d'avoir les principaux syndicats qui sont membres du conseil d'administration de la gendarmerie générale et qui travaillent avec nous et repartagent aux branches. Et puis, je pense qu'on a la chance de plutôt bien s'entendre avec la majeure partie des groupements. Séquence en fait partie, Eurabis, Escrime, FairPDSI, Alliance du numérique, etc. On échange beaucoup avec eux, donc ça nous aide aussi à démultiplier parce qu'on reste quand même une petite équipe. Et puis, il y a tout ce volet qui est essentiel et qui fait que normalement la boucle est bouclée, et j'allais dire, s'il y a les clients, il y a les prestataires, c'est la communication vers les bénéficiaires. Et c'est là où c'est plus complexe. Parce que faut se faire connaître de toutes les entreprises et collectivités. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça passe, par exemple, côté entreprise, par des campagnes comme ce qu'on a fait l'année dernière avec la CPME, le MEDEF et l'UDP. On a fait tout un baromètre orienté TPE-PME et derrière des vidéos déclinées qui conduisaient vers le service Mon Expert Cyber. C'est le service de mise en relation, mais pour la partie sécurisation avec les prestataires labellisés sur notre plateforme. Et puis, après, il y a tout ce qui se fait, j'allais dire, derrière le rideau que vous voyez moins, mais qui est tout aussi, voire même plus important, qui est le travail qu'on fait avec les différents pouvoirs publics. Ça se concrétise, par exemple, avec, il y a 3 semaines, la vidéo de Vincent Struvel, DG de l'ANSSI, qui prend la parole et fait une vidéo de 2 minutes dédiée sur le label Expert Cyber. Donc, ça peut sembler rien, mais c'est absolument énorme, parce que normalement, l'ANSSI ne met en avant et ne communique que sur le très haut du spectre, donc les visas de sécurité, etc. Donc ça, en guise de reconnaissance, je peux vous dire qu'après avoir évangélisé dans le désert pendant quelques années, on était assez contents, et ça se traduit en haut lieu avec, par exemple, le même Vincent Struvel qui parle du label Expert Cyber en ces termes auprès du Sénat. Voilà, donc maintenant il reste du travail à faire avec Bercy par exemple, pour ne pas les nommer. Mais j'espère, en tout cas ça semble être le sens de l'histoire, et ils convergent tous dans ce sens-là, qui vont nous aider aussi à le pousser pour commencer à l'imposer dans un certain nombre de diagnostics en région, de plans d'accompagnement des entreprises et des collectivités. Il faudra à minima, l'idée c'est pas que ce soit un critère strict et éliminatoire, mais à minima
il faudra demain, et c'est ce qu'ils souhaitent pousser, que le label Expert Cyber soit une des solutions proposées aux entreprises et collectivités pour les aider à guider leur choix. Alors là, vous venez de me tendre la perche. Il nous reste 5 minutes. Je vais lancer la première question et après je vais venir vers vous. Peut-être que vous avez envie d'avoir un éclairage sur un autre élément. Vous trois, la question est assez simple. Dans 5 ans, d'après vous, il va ressembler à quoi ce label? Il aura quel type d'évolution? Si déjà on peut penser à une évolution. Pour ma part, en tant que client, ça devrait devenir un standard de confiance et normalisé pour. C'est avantageux pour les prestataires et vos clients en fait. C'est une application qui peut apporter cela. Dans 5 ans, ça devrait être le but plutôt technique, ça rajoute une couche technique qu'organisationnelle. Ok. Moi, je pense que le marché étant séparé en TPE, PME, ETI et puis OIV, grosse boîte, je pense qu'il y a de la place pour plusieurs labels qui doivent être, on va dire, fusionnés justement et qui doivent garder leur identité pour attaquer ces différents marchés parce que on ne va pas faire de la sécurisation chez Airbus qui est à côté de chez nous de la même façon qu'on va le faire dans une TPE de 20-25 personnes qui aura peut-être des problèmes de sécurité aussi à gérer, hein, mais qui n'aura pas les mêmes moyens, qui n'aura pas les mêmes équipes, qui n'aura pas, etc. Donc il y a des labels, je pense qu'il y a des labels qui doivent rester pour couvrir ces différents spectres de marché. Et puis, bon, je ne vais pas trahir un secret, mais il y a aussi une norme qui arrive, qui est NIS 2 et qui est européenne. Et donc il va falloir certainement faire quelque chose qui converge vers, à des différents niveaux justement, et à garder des niveaux suffisants pour que les entreprises puissent investir au niveau des moyens qu'ils ont pour arriver à se rapprocher de cette norme européenne. Franck? Peut-être 2 réponses. Le label lui-même, ce sera même plus rapide que dans 5 ans. On travaille là à l'évolution pour l'élargissement à des acteurs sur cloud qui aujourd'hui ne peuvent pas satisfaire à toutes les exigences parce qu'il y a des obligations et c'est des critères obligatoires, donc éliminatoires, d'intervention sur site, etc. Donc là, on y travaille, donc ça certainement sera une évolution parce que c'est le sens du marché. Maintenant, on ne veut pas avoir des prestataires dont l'expertise c'est juste qu'ils coderont. Ça c'est vraiment l'erreur. Donc voilà, il faut qu'on fasse ça intelligemment pour ne pas faire entrer le dans la bergerie, qu'on ait, ce qui est le cas pour nombre d'entre eux, des experts cloud qui soient au même niveau d'exigence que celui qu'on a aujourd'hui et là où on a le plus la maîtrise. Et puis plus largement, moi ce que j'espère c'est que dans 5 ans, on essaiera d'avoir une couverture plus homogène parce que la représentation dans toutes les régions elle n'est pas forcément la même. Je pense, c'est pas que, mais aux ultramarins où il y a des compétences mais c'est dur de les identifier. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on avance vers ça et a priori si on est tous ensemble là-dessus, j'entends public, privé dans la démarche, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas intelligemment. Petit à petit, la cyber fait son nid. Question pour nos 3 témoins. Si je peux juste en rajouter quelque chose sûr. qui était juste par rapport à la labellisation, et c'est important d'en parler dans le salon dans lequel nous sommes. On nous demande aussi des certifications au niveau des éléments de sécurité, typiquement une certification sur les antivirus, sur les EDR, sur le firewall. Alors il n'y a pas de marque spécifique, on ne vous demande pas d'être certifié sur Cisco ou sur autre chose, mais on vous demande d'avoir une certification sur un UTM, une certification sur un EDR, un antivirus, etc. Et des certifications qui sont portées au sein de l'entreprise avec des certificats à jour. Voilà. Parfait. Une question, 2 questions, 3 questions dans le public. Monsieur, je viens à vous. 3 petites, je vais vous en laisser une. Et je tiens le micro. Alors, le label, est-ce qu'il a un délai de validité? C'est-à-dire qu'il faut repasser toutes les X années ou pas? Et quel est le placement du label par rapport à l'Europe? Parce que cyber.gouv.fr, c'est FR. Mais il y a des actes européens. Et quelle est la position de la FR par
rapport à l'Europe? Est-ce qu'il y a des cyber espagnols, italiens, et comment ils se concertent entre eux? Moi, je réponds à la première. Le label est valable 2 ans. D'accord? Donc, 2 années. Au bout de 2 ans, vous avez, nous, on a fait V1, V2, V3. Donc, pour le coup, on fait partie. Tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, on remet à zéro les compteurs de documentation, enfin tout. D'accord? C'est tout. Le recueil est modifié puisqu'il évolue. Puisque dans l'aspect qualité, amélioration, etc. Donc, le label évolue. Et donc, le recueil évolue. Donc, il faut refournir tous les documents à jour, etc. Tous les 2 ans. Le référentiel évolue et les équipes chez les prestataires aussi, et ça va de pair. Et l'autre question, donc, sur l'Europe, aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformisation, même si, avec une petite directive qui pointe son nez, il y a des standards qui vont s'installer. Donc, les pays semblent converger vers ça, j'ai pas de scoop là-dessus. À date, c'est un label français. Maintenant, mais ça c'est plus pour l'anecdote et le clin d'œil, on a la première déclinaison dans un autre pays du label Expert Cyber, c'est Monaco, à qui on a donné les droits d'utilisation de la marque. Enfin, eux, ça s'appellera un label Expert Cyber Monaco, mais notre référentiel, etc. Et qui vont lancer ça sous peu. Voilà. Donc après, à suivre, et c'est pas au niveau européen, en tout cas, ça c'est... Ouais, tout à fait. Non, et ça va sembler très, très arrogant, mais c'est une réalité. Ils regardent comment on fait, donc ça c'est bien. C'est bien. Voilà. Ouais, parfait. Alors je viens de voir un papier devant mes yeux. Fini. Allez, juste une dernière petite question, juste pour embêter les organisateurs. Non? Ah, je l'ai vu. Pour les collectivités locales, en fait, c'est là où j'arrive pas très bien à voir comment vous pourriez apporter des réponses à travers ce label, alors qu'elles n'ont pas les moyens et que de financer forcément une assistance aujourd'hui, des petites est-ce qu'une association, par exemple, serait soumise à des critères un label le label Cyber Expert? Voilà. Et alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais justement, spécifiquement pour ce sujet collectivité, il y a ce qu'on appelle les opérateurs publics de services numériques, les OPSN, qui en gros sont des structures de mutualisation pour l'IT à la base, et par extension la cybersécurité. Et on a élargi justement les critères d'entrée au label parce que eux ils n'ont pas les mêmes documents qu'ont une entreprise pour qu'ils puissent être labellisés. Et on a ce jour déjà 3 OPSN qui sont labellisés. Ouais. Alors, pour les organisateurs, parce qu'ils sont un peu dans la problématique, ce que je vais vous inviter, c'est de les rejoindre. Oui, c'est pour pas punir les autres. Mais en tout cas, il y a deux autres questions. Je vous inviterai à voir nos invités d'abord, qu'on va remercier de nous avoir permis de découvrir tout ceci d'une manière très claire. Et en fait, je m'adapte, je vois la banque, regardez avec des grands yeux. Et en fait, il y a d'autres conférences. Donc vos autres questions, je vous inviterai autour d'un verre, par exemple. En tout cas, Zacharia, Franck, Lionel, merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Prochaine table ronde à 16h30.